Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je pense que l'ensemble des intervenants ont posé des questions qui légitimement se posent à ce stade du débat pour accompagner la réflexion de votre commission et du Parlement. Le premier débat, c'est un débat que l'on voit et qui est posé évidemment par les élus, c'est l'opposition entre ce projet et les trains du quotidien, puisque certains opposent ces deux projets en disant mais il faut choisir et donc nous choisissons les trains du quotidien. Personne ne peut faire la démonstration que ce projet va enlever quelque chose au train du quotidien. En parallèle de ce qui est fait là, il y a des investissements qui sont faits sur l'ensemble du réseau d'une manière très importante, parfois on nous dit trop importante du point de vue financier. Il va y avoir des améliorations au niveau du matériel, et demain, là, puisqu'il va y avoir des nouveaux trains qui vont être livrés. Et naturellement, le gouvernement partage cette approche. C'est un projet spécifique qui ne doit pas nous amener dans ce faux débat à avoir à choisir entre les trains du quotidien et ce projet avec son particularisme. Bien évidemment, la priorité du gouvernement, ce n'est pas simplement des mots, c'est aussi une traduction financière, ce sont les trains du quotidien. L'une des questions qui se pose compte tenu de la nature particulière, physique du projet, et ça a été posé la question, c'est la relation de fonctionnement entre ce projet et le RER-B. Il n'y a aucune difficulté sur le plan du fonctionnement normal. Il n'y a pas de concurrence possible. La seule question qui se pose, et à laquelle on doit réfléchir par anticipation, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de difficulté et quelles sont les réponses. Il y a donc un travail qui a déjà été engagé de ce point de vue-là, puisque c'est très technique de savoir comment on réagit à une situation de difficulté. Mais naturellement, je le dis très clairement, les solutions techniques, sans vouloir ignorer le Charles de Gaulle Express, prendront en compte de manière prioritaire, naturellement, le train du quotidien, en l'occurrence le RER-B. Les choses doivent être claires. Après ce débat, il y a un débat tout aussi légitime sur les conditions du financement. Je l'ai dit, il n'y a pas d'argent public, c'est une société de projet. C'est le choix qui a été fait par le gouvernement. Je rappelle d'ailleurs que cette précision figure dans la déclaration d'utilité publique de 2008, puisque à l'époque, il était question de confier cette affaire à un concessionnaire. La société de projet constituée par SNCF Réseau et ADP. Du côté de SNCF Réseau, naturellement, la question se pose, quelle est la compatibilité de la présence de SNCF Réseau dans la constitution du capital de cette société de projet et dans la gestion de l'infrastructure, puisque tel sera l'objectif de la société de projet, alors que, par ailleurs, nous savons qu'il y a un endettement dont nous avons pris collectivement la précaution de le limiter par la règle d'or. En l'occurrence, il s'agit d'un projet tout à fait spécifique, une hauteur d'engagement. Là, les actionnaires le diront eux-mêmes, mais donnons un chiffre, même s'il est large, on est ici probablement autour de 250 millions, un peu moins ou un peu plus pour la participation de SNCF Réseau dans le capital de la société de projet. Je ne donne qu'une indication, mais pour pas qu'on débatte dans le vide. Le gouvernement souhaite pouvoir indiquer qu'à partir du moment où il n'y a pas de risque sur le réseau qui est pris, puisque l'exploitation sera confiée à un tiers, et qu'il y a un capital en face de cet engagement pour réseau, sa participation en capital, puisque ensuite c'est la société de projet qui va emprunter, sa participation puisse, si c'est nécessaire, déroger à la règle d'or. Sous quelle forme? Sous la forme d'un avis, d'un arrêté soumis aujourd'hui même d'ailleurs au Conseil d'État. Est-ce que cette dérogation est de nature réglementaire
ou de nature législative, le débat est ouvert. S'il s'avérait qu'on nous indique que c'est de nature législative, le gouvernement, je le dis clairement, le soumettra par voie d'amendement dans la discussion la semaine prochaine, puisque nous aurons la position du Conseil d'État. Donc, nous avons pris la situation telle qu'elle est. Je pense que la règle que l'on va appliquer là pour la première fois, c'est de dire, ça rejoint un peu ce que disait Gilles Savary, il y a la règle d'or et ensuite il y a la décision qui doit revenir aux représentants du peuple, c'est-à-dire au Parlement, de la spécificité ou de l'importance de tel ou tel projet qui permet, nonobstant ce qu'est la règle générale, de s'engager. De toute façon, dès lors que la règle d'or résulte d'un vote du Parlement, c'est bien le Parlement lui-même qui a seule compétence pour éventuellement y déroger. C'est une situation tout à fait normale. Le droit n'est jamais pérenne et il n'est jamais pour l'éternité. Parfois, certains veulent mettre dans la loi de finances des règles d'or sur les déficits et on voit bien que quand les choses évoluent, on vient avoir des positions un peu plus nuancées sur la question. Pourquoi, comment le financement peut se faire? C'est une société de projet qui va devoir emprunter. C'est là qu'est tout le débat. C'est-à-dire ce que l'on appelle, ce mot particulier, la bancabilité du projet, c'est-à-dire ce qui veut dire la capacité pour la société de projet de trouver des financeurs qui croiront suffisamment dans ce projet pour prêter à la société de projet. S'il a été envisagé une recette supplémentaire en dehors des recettes liées à l'exploitation, c'est-à-dire au prix du millet, c'est bien parce qu'il y a une interrogation sur le fait que les seules recettes d'exploitation payées par les voyageurs seraient de nature à assurer l'équilibre du projet. Il vaut mieux se poser la question avant, le faire ou pas le faire, mais ne pas partir à l'aventure en disant on verra bien demain. Donc le gouvernement, de ce point de vue-là, a une position très précise en disant oui, nous avons besoin d'une recette de cette nature pour la bancabilité du projet. Alors il est évoqué, c'est vrai, une taxe sur les voyageurs. Ce n'est pas une taxe sur Air France. Air France sera le principal contributeur. Elle ne visait pas Air France. La part du pavillon français, c'est 43% de l'ensemble des recettes. Et la part d'Air France, c'est 39%. Donc il n'y a pas simplement la contribution d'Air France. Tout le débat que vous avez soulevé sur la question de l'assiette, sur les rapports avec ADP qui, je le rappelle, sont assez figés puisqu'ils résultent du contrat de régulation économique, mais lequel ne va que jusqu'à 2020. Donc il y aura aussi, compte tenu qu'on fait un projet sur une période beaucoup plus longue, la possibilité d'en tenir compte. Dans tous les cas, le débat est ouvert. Naturellement, le gouvernement est attentif aux propositions qui seront faites et aux situations qui sont exposées. Dans tous les cas, il nous faut et nous avons besoin, pour assurer la réussite de ce projet important, nous avons besoin de cette recette supplémentaire à ce stade-là. S'agissant des questions qui concernent les salariés de l'aéroport de Paris, évidemment, c'est la société d'exploitation qui pourra éventuellement répondre. Le gouvernement ne va pas mettre dans la loi qu'il y aura un tarif préférentiel, mais c'est une idée qui en soi est intéressante, bien sûr, bien sûr. Et je la prends comme telle. Je pense que j'ai répondu aux questions essentielles que vous avez posées, à savoir sur pourquoi ce choix juridique, pourquoi la taxe, la question de la règle d'or appliquée à SNCF Réseau. Je pense que nous avons un projet qui est dans un cadre juridique très défini, qui a sa spécificité complète. On ne peut pas comparer à l'exploitation faite par sur d'autres lignes de type ferroviaire. J'ajoute que l'exploitant, aucune forme juridique n'est exclue, et que donc, que ce soit des sociétés d'économie mixte
voire mobilité, tout le monde pourra concourir pour être l'exploitant lorsque l'appel d'offres, puisque ce sera un appel d'offres, sera fait par ceux qui exploiteront l'infrastructure, à savoir la société de projet. Voilà, je pense que ces questions sont légitimes. En même temps, en face, il faut y mettre et le calendrier, l'importance du dossier, son histoire aussi, puisque nous aboutissons maintenant, après une réflexion, il y a eu des échecs et donc les choses sont assez maîtrisées. Et la volonté du gouvernement de poursuivre, parce qu'il y a là un débat, je l'ai dit dans mon propos liminaire, qui est un débat réel sur l'environnement, notamment sur la ville de Paris, de ce projet, mais le travail a suffisamment avancé et il y a suffisamment de volonté de part et d'autre pour que ça ne soit pas à ce jour une source d'inquiétude, mais une source de volonté de travailler ensemble. Merci. Merci, Monsieur le Ministre.